Chers internautes, bonjour, bonsoir. Je reviens pour honorer la promesse de continuer de vous parler des objectifs de l'égyptianisme aux dernières colonies, pour vous présenter le chapitre Un racisme à robot ou chauvinisme afrocentriste. Et puis, si le temps nous le permet, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais aborder un autre thème, un autre chapitre, notion de patriotisme légitime et de la nation contraire au phénomène disqualifiant du national-chauvinisme, de l'égyptianisme et de l'afrocentrisme. Mais je vous propose aussi, en conclusion de ce thème, un cadeau. Ce cadeau, c'est un extrait des œuvres complètes d'Aimé Césaire, qui donc le chapitre Tous à l'ouverture, et je vous réserve la surprise à la fin de l'exposé, afin que vous puissiez comprendre que nous sommes dans le droit fil, comment dirais-je, de notre histoire. Et en fait, je veux aussi vous replonger dans notre histoire aux Amériques afro-caribéennes, l'histoire des Nègres qui sont nos héros, et ils étaient confrontés bien sûr à une hostilité, on peut dire, dans un contexte de déportation, comment dirais-je, judéo-chrétien, mais ils ont manifesté, ils nous ont donné un exemple d'unité, parce que ils étaient de différentes obédiences. Il y avait des vaudouisants et des animistes et des mahométans, et ils nous ont apporté, comment dirais-je, un élément exemplaire de l'unité, parce que ils étaient unis dans leur résistance face à l'esclavage et la déportation. Donc véritablement, c'est un pied de nez, un véritable pied de nez aux idéologues génocidaires qui appellent à la comment dirais-je, à la guerre des civilisations africaines et orientales. Donc je suis particulièrement comment dirais-je, heureux de vous faire revivre en fait à travers ces recherches. Et puis ce cadeau que je vous propose, c'est ce cadeau de Césaire que je vous propose en conclusion, que vous allez découvrir, et vous verrez que nous sommes dans le droit fil d'une pensée rectiligne contre la division et pour l'avancement de notre connaissance historique et idéologique. Je vous avais parlé dans une vidéo précédente du rôle de l'égyptianisme, et mes recherches quand même sont assez importantes sur ce domaine, et j'ai consacré différents chapitres que je vous livre progressivement, parce que vu l'urgence de la communication, je privilégie la toile à l'édition de livres ou de, comment dirais-je, de fascicules, parce que je pense que la communication directe est importante, et Internet nous permet de faire des recherches et de diffuser à tout vent. Ce chapitre que je vous propose dans les objectifs de l'égyptianisme aux dernières colonies, il s'intitule Un racisme à robot ou chauvinisme afrocentriste. Alors,
Je rappelle que, comme je vous ai dit dans une vidéo, il y a une forme de messianisme dans la démarche des égyptianistes et des afrocentristes. Et ils attendent le Messie, entre guillemets, qui est Pharaon. Certains parlent du Pharaon Kémet, d'autres parlent de d'autres pharaons, mais en fait, ils attendent Pharaon le Messie et ils proposent une alternative, je veux dire fanatique et tyrannique comme modèle de société, la société pharaonique, puisqu'il propose même la monnaie de Kémet, du pharaon Kémet. Alors, je commence ce chapitre, racisme à rebours ou chauvinisme afrocentrisme, ainsi. Il existe en amont la revendication des origines africaines des religions révélées. C'est vraiment un paradoxe, parce que comment les égyptianistes et les afrocentristes, qui sont fondamentalement monothéistophobes, afrophobes, qui disent vouloir éradiquer les peuples, les civilisations africaines monothéistes et éradiquer les peuples d'Orient qui, d'après eux, dans leur région, occupent des régions actuellement du monde arabe qui étaient habitées par leurs ancêtres, disons, pharaons égyptiens noirs. Comment peuvent-ils revendiquer l'origine des religions révélées, tout en diffusant les initiations dans le cadre de leur loge sectaire en Martinique et en Guadeloupe, des cultes d'Isis et d'Osiris, c'est-à-dire les mêmes cultes sataniques les mêmes salmigondistes que pratiquent les oligarchies qui, j'ai donné déjà des informations sur leurs pratiques, qui organisent des cultes sataniques où il y a toutes sortes de déviations, pédophilie, orgies, etc. Et comment, en même temps, c'est-à-dire que les monothéistophobes se réclament ou font remonter toutes les comment dirais-je, toutes les appartenances religieuses de l'humanité à une origine pharaonique. Vous voyez que là, il y a une véritable incohérence et une véritable imposture. De sorte qu'ils veulent donner une connotation et des contingences raciales à la spiritualité. Donc, il y a un fait très important qui démontre que ces éléments sont des athées. Ils sont des athées parce que, comment dirais-je, j'avais dit que la déviation égyptianiste, elle a tellement de contradictions que c'est une forme mécaniste, une idéologie mécaniste, c'est-à-dire c'est une religion sans Dieu, puisque leur messie c'est Pharaon. Mais leur stratégie idéologique dévoile une incohérence parce que ils n'ont pas conscience du caractère non historique et non humain des spiritualités monothéistes, parce que les spiritualités monothéistes sont fondées à partir de ce qu'on appelle une dictée surnaturelle. Et
une dictée surnaturelle qu'on appelle révélation. Révélation qui a été transmise à des sages, à des humains, à des hommes mi-homme, mi-ange, qui ont triomphé sur le matérialisme, sur l'historicisme, puisqu'ils étaient investis d'un pouvoir du ciel, et ils ont réussi là où les comment dirais-je l'hostilité auquel ils étaient contraints d'affronter de la part des agresseurs, ils ont triomphé, comme aujourd'hui par exemple on voit le triomphe de la raison sur l'agression terroriste, puisque j'ai parlé tout à l'heure d'une victoire de la Syrie, de l'Iran, de la résistance libanaise, de l'Irak et de tous les peuples alliés de l'ALBA contre cette énormité, cette calamité inhumaine qui est le terrorisme. Et donc, il y a un conflit véritable entre les égyptianistes et les afrocentristes avec les civilisations monothéistes, ce qui explique leur afrophobie par rapport aux civilisations monothéistes et leur orientalophobie. Et donc, pour expliquer de leur point de vue la spiritualité, ils ne croient pas à l'invisible. Et donc, ils ne sont pas africains, parce que celui, que ce soit dans les croyances africaines, animistes ou monothéistes, il y a une constante, c'est la croyance à l'invisible. La croyance à un fait qui est révélé et qui vient de l'invisible vers le visible, de l'invisible, de l'immatériel vers le matériel, vers l'homme, vers la société. Donc, ils ne croient pas en ça, c'est pour ça qu'ils font un lien avec toute spiritualité, avec l'histoire. Ça veut dire avec l'histoire, avec le matérialisme, on peut dire, historique. Et ce sont des gens qui ne croient pas à l'invisible. Et on ne peut pas être un véritable Africain si on est un mécaniste et si on ne croit pas à l'invisible. Parce que nos compatriotes africains du vaudou, comment dirais-je, ou de l'animisme, ils croient à l'invisible. Et Cheikh Anta Diop, justement, ils sont contre les afrocentristes et les égyptianistes, bien que par qu'ils jouent l'apprenti sorcier en initiant leurs adeptes au culte d'Isis et d'Osiris, mais ce sont des mécanistes, ce sont des gens qui ne croient pas à l'invisible, et qui ne croient pas à l'invisible, en fait, il est aux antipodes des civilisations africaines et des croyances africaines. Et que par conséquent, ils sont en contradiction aussi avec Cheikh Anta Diop, dont ils se réclament, et que je rappelle que Cheikh Anta Diop a prévenu l'extrémisme, afrocentrisme et égyptianisme, disant qu'il ne fallait pas verser dans le nazisme à robot. Et donc, Cheikh Anta Diop a dit qu'il y a une parenté métaphysique entre métaphysique du point de vue monothéiste entre les civilisations africaines et les civilisations africaines et le plus monothéisme. Donc, Cheikh Anta Diop l'a clairement dit dans ses œuvres. Alors, pour continuer, nous disons que les propagandes des noiristes sont particulièrement surprenantes. Et leur problématique ne dissimule pas le racisme à rebours,
qui est véhiculé par des agrégats obscurs qui ressemblent de très près à la rengaine, hein, la rengaine, on peut dire la rengaine fasciste, et on peut prendre l'exemple la rengaine fasciste du sionisme, le sionisme qui occupe des territoires par la force et qui pratique ce que même des juifs orthodoxes appellent, comment dirais-je, carrément le fascisme, qui rejoint un peu. Ils font subir aux Palestiniens, au peuple sous leur joug, même aussi les Falachas, même aussi les Égyptiens noirs, les Éthiopiens noirs, ils font subir à ces peuples ce dont ils ont subi de Hitler. Donc, les conceptions et les rengaines de ces afrocentristes et ces égyptianistes rejoignent un petit peu l'acrimonie et les rengaines du sionisme, parce que en fait, ils orchestrent par le biais de leur propagande un fonds de commerce anti-arabe, anti-africain, que nous appelons la monothéistophobie et la fauphobie. Et ceci nous interpelle en ce que toute cette propagande ressemble au système de manipulation de certaines officines obscures, pour ne pas les nommer, du nouvel ordre mondial, des Illuminati, des sectes sataniques qui ont intérêt à entretenir la division et la diversion très sournoisement, surtout aux dernières colonies. Et c'est une véritable aberration par rapport à notre histoire. C'est pour cela que je vais citer à la fin de ce thème ce cadeau que je vous ai promis de Aimé Césaire dans son œuvre complète sur le thème Toussaint Louverture. Surtout une catastrophe pour nous, parce que cette catastrophe va à l'encontre des intérêts nationaux des pays caribéens, va à l'encontre des intérêts fondamentaux des relations internationales de nos nations caribéennes, martiniquaises, guadeloupéennes, guyanaises, caribéennes, sud-américaines, par rapport à leurs alliés dans les nations, dans les civilisations africaines et dans les civilisations orientales. Surtout que cette propagande aux dernières colonies, et notamment aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, se trouve à nos portes, là où se trouve le symbole anti-impérialiste multipolaire du mouvement chaviste au Venezuela, à Cuba, en Bolivie, en Équateur, au Pérou et dans l'axe caribéen, matérialisé par une alliance multilatérale entre ces civilisations monothéistes africaines et orientales auxquelles les afrocentristes vouent une haine viscérale, alors qu'ils sont les alliés de nos peuples caribéens et sud-américains dans cette zone dite zone d'influence occidentale, américaine et européenne, c'est-à-dire de l'OTAN. Donc on voit que, comment dirais-je, le positionnement hostilitaire des afrocentristes et des égyptianistes joue un rôle dans la stratégie de la guerre de civilisation du nouvel ordre mondial, des Illuminati et comment dirais-je des impérialistes, en fait, dont le summum c'est ce que les juifs même orthodoxes dénoncent, parce que je vous ai parlé de Jacob Cohen qui a écrit le printemps des Saïamines, qui dénonce le summum de l'impérialisme qui est le sionisme. Donc c'est un paradoxe que nous ayons parmi les fils et les filles des Africains déportés de tels courants, comment dirais-je, négateurs
afrocentristes et égyptianistes au service de d'autres intérêts que les intérêts internationaux, les intérêts diplomatiques, les intérêts patriotiques, les intérêts nationaux de nos patries caribéennes et sud-américaines. Et on comprend bien que ça sert en quelque sorte à une manipulation dont on suppose et que l'on sait. Et nous poursuivons notre étude en disant que l'histoire du Moyen-Orient et du Proche-Orient en ce qu'elle retient des manœuvres de l'égyptianisme, puisque nous ne pouvons pas parler d'égyptianisme sans faire une approche du rôle de Napoléon dans cette région qui, sous couvert d'instituts de recherche, avec ses campasses, Champollion, etc., et avait pour but, effectivement, dès les origines, de réaliser un plan d'occupation des pays du Moyen-Orient et d'occupation de la Palestine, du dépeçage des pays orientaux, qui donc du Liban, de la Syrie, de l'Irak et aussi de l'Afrique, par des coalitions des impérialistes anglais, avec MacMahon, avec Lawrence d'Arabie et avec tous ces gens, avec, comment dirais-je, avec ceux qui ont, en 1916, et aussi, il faut parler aussi de Ben Gurion, il faut parler aussi de certain nombre de gens qui sont à l'origine du conflit qui s'éternise, du sempiternel conflit qu'ils ont créé depuis l'occupation des terres et des peuples qu'ils ont chassés de leur foyer, comment dirais-je, natal. Donc, il faut rappeler aussi que si il y a de telles attaques sournoises et de telles démarches dans cette direction, c'est que, en fait, il y a à travers ces orientations le fait de supporter l'impérialisme et le sionisme, et c'est pour cela que je me réfère à un savant sénégalais, et en effet, ne s'agit-il pas pour l'égyptianisme et l'afrocentrisme de jouer la mission de néo-croisée, c'est-à-dire nouvelle croisée, et donc nous voyons que ce rôle est pleinement assumé par les extrémistes qui ne font pas appel au discernement, à la raison, à l'humanité contre le racisme, mais qui sont aveuglés par leur passion de chauvinisme racial. Et ne serait-ce que dans un but d'une manipulation, nous voyons le caractère néfaste de leur action, de leurs travaux par rapport aux intérêts de nos peuples, puisqu'il s'agirait pour eux d'affaiblir nos peuples caribéens, d'affaiblir les peuples, les nations sud-américaines en les isolant, et celles des dernières colonies, en les isolant des masses et en isolant les masses afro-caribéennes en Europe, dans la diaspora et dans l'espace caribéen aux dernières colonies, des peuples frères de civilisations africaines qu'ils détestent et de nations orientales. Donc, c'est une détestation civilisationnelle et confessionnelle de peuples qui constituent plus de la moitié de la population mondiale, si on compte les peuples, ces civilisations de l'Afrique, ces civilisations orientales et ces civilisations afro-asiatiques. Il s'agit de créer un épouvantail au regard de nos
peuples et nations antillo-guyanais afin de nous recrovier aux dernières colonies sur un parti pris d'intégration dans l'hégémonie nord-sud au lieu de nous en sortir de cette logique où sont acculées nos nations des dernières colonies dites faibles. Alors que ces peuples opprimés à l'égal des victimes du Sud, en face des impérialismes du Nord, c'est-à-dire l'Amérique, l'OTAN, etc., et leurs puissances culturelles, ont intérêt à retrouver un équilibre avec leurs alliances, avec plus de la moitié de la population du monde dans l'espace afro-asiatique, dans l'espace oriental et de plein pied dans l'Afrique et les civilisations dont nous sommes des ressortissants ici aux Caraïbes. Et donc, c'est pour cela que je vais terminer cet exposé avant de vous donner le cadeau de Césaire Aimé en abordant ce thème, ce thème qui suit, notion du patriotisme légitime, parce qu'il y a le patriotisme légitime et de la notion du patriotisme légitime et de la nation, contraire au phénomène disqualifiant du racisme, du national-chauvinisme, de l'égyptianisme et de l'afrocentrisme. Je commence ainsi mon exposé en me posant cette question: qu'est-ce que le patriotisme et la revendication nationale légitime? Quelles analyses s'imposent par rapport aux accointances avec l'extrémisme, le national-chauvinisme, de l'égyptianisme et de l'afrocentrisme? Là sont des enjeux et des défis auxquels les mouvements patriotiques et indépendantistes se doivent de relever s'ils veulent parvenir à leurs objectifs pour éviter une défaite et un désaveu régional et international. Du fait de l'infiltration des chauvinistes, afrocentristes et égyptianistes dans nos luttes pour remplacer le mouvement ouvrier et le mouvement des travailleurs. Ils peuvent subir une sérieuse hypothèque pour les intérêts des futurs États de nos peuples martiniquais, guadeloupéens, guyanais et des dernières colonies pour l'accession à la souveraineté et à la reconnaissance régionale et internationale. Donc, nous voyons le caractère, si on tient compte des enjeux, des relations diplomatiques, des relations commerciales, des relations internationales dont tous les peuples du monde ont besoin, eh bien, le processus de guerre de civilisation, le processus de, comment dirais-je, propagande génocidaire nuit à la nation martiniquaise, à la nation guadeloupéenne et à la nation guyanaise et à toutes les nations des dernières colonies. C'est pour cela que les politologues doivent réfléchir concernant cette lourde hypothèque par rapport aux relations internationales, les relations régionales, les relations économiques, les relations diplomatiques qui sont sapées par des agents des laboratoires de manipulation qui agissent dans nos régions en profitant de la faiblesse du mouvement des travailleurs et du mouvement des ouvriers. Alors en réalité, le nationalisme, le patriotisme et le patriotisme, non le chauvinisme, comme nous le dit un penseur iranien qui s'appelle Ali Naqavi. Je cite. Il dit: le nationalisme veut dire le patriotisme et non le chauvinisme. Et il poursuit: il ne faut pas confondre l'amour de la patrie avec les thèses exclusives et aveugles des chauvinismes extrémistes revanchards liés à des officines et centres obscurs de manipulation de ceux qui veulent déterrer
hache de guerre brandie par l'impérialisme. Et je poursuis, après bien sûr la citation du penseur iranien que le patriotisme, ce n'est pas le chauvinisme, alors cette hache de guerre déjà brandie par l'impérialisme dans tous les pays qui sont soumis à des guerres imposées, on peut citer le Liban, la Palestine, l'Irak, l'Afghanistan, l'Amérique latine. Hier, c'était Cuba. Aujourd'hui, c'est le Venezuela. Et en Afrique, au Congo, avec Boko Haram au Nigeria, avec les guerres ethniques qui sont en Centrafrique, avec tous ces conflits qui sont alimentés dans le monde par le nouvel ordre mondial et l'impérialisme, y compris sous d'autres formes aux Caraïbes et dans les dernières colonies, afin de raviver les tensions et les hostilités, surtout dans la diaspora. Donc la diaspora en Europe et dans les migrations est visée, de même que les peuples caribéens qui ont un affect et qui ont un besoin de combler leur vide culturel et civilisationnel en rapport avec l'Afrique. Donc les extrémistes et les génocidaires sont venus combler ce vide en l'absence justement d'une résistance idéologique pour un travail d'explication, de formation et d'information. Et le penseur iranien nous dit, là je cite, « L'amour de la patrie est tout à fait naturel. C'est un instinct inné commun aux hommes et aux animaux que d'aimer leur lieu de naissance, leur famille, leur quartier, leur région, leurs coutumes et leurs habitudes. Si l'homme, poursuit-il, ne possède pas ces instincts naturels, il ne peut qu'être faible et imparfait. Il ne faut pas croire que les hommes amis de la vérité, les sages, les rois, les prophètes, qui croyaient, qui étaient monothéistes, n'aimaient pas leur famille et leur cité, leur foyer, leur patrie et ne souffraient pas quand ils étaient éloignés de leur pays. Ils n'avaient pas Dieu pour les us et coutumes, les traditions et les usages de leur peuple. Il ne faut pas penser qu'ils ne jouissaient pas, ils ne se réjouissaient pas de ces traditions. Il ne faut pas s'imaginer que celui qui aime les coutumes et la ville où il est né plus que ceux des autres régions est un fautif ou un homme blâmable. Fin de citation. Il faut dire que les hommes épris de vérité et ceux qui croient à la transcendance, notamment les nations, les peuples dont j'ai parlé, qui représentent plus de la moitié de la population mondiale, ce sont ceux qui mettent la vérité au-dessus de l'erreur et des égarements. Et par conséquent, ils s'éloignent des questions affectives et raciales, et donc ils se trouvent dans une dynamique d'objectivité et en ce sens, ils peuvent assumer leur rôle en tant que peuple qui évolue vers, comment dirais-je, pour mener l'humanité à une voie de développement. Je vais terminer sur ce thème. Le prochain thème sera, je vous annonce, les conséquences à tirer des défaites infligées au national chauvinisme, à l'égyptianisme et à l'afrocentrisme par nos ancêtres monothéistes et par nos ancêtres qui avaient ce qu'on appelle l'aide de la transcendance pour mener l'humanité vers, comment dirais-je, des objectifs nobles pour que l'humain retrouve son humanité et sa prépondérance dans la vie et la vie de notre planète. Donc, il a fallu affronter tous les obscurantismes et cela, dans l'histoire, on nous rappelle, comment dirais-je, des confrontations qui ont eu lieu pour justement arriver, sortir de la barbarie pour arriver à la civilisation. Donc, conclusion, nous allons renouer avec les œuvres de Césaire
Et je vous promets, je vous donne ce cadeau de Césaire aimé dans ses œuvres complètes, dans le thème, dans le chapitre Toussaint l'ouverture, à la page 46. Voilà pour nos informations et pour méditer. Alors, je commence ainsi. Dans son livre, il parle de la constitution, c'est à Saint-Domingue, en Haïti, hein, la constitution de véritable société des nègres marrons dans les montagnes. Il parle de la révolte servile de la Jamaïque avec laquelle les Anglais avaient dû composer. Il parle du traité passé en 1785 par les Français et les Espagnols de Saint-Domingue avec Santiago, chef des révoltés du Barahuco. Et il poursuit surtout, qui pouvait oublier que pendant plusieurs années à Saint-Domingue, c'est-à-dire en Haïti, un homme, un esclave, se disant envoyé de Dieu, un Mahdi, le musulman Macandal, avait tenu campagne. Sans doute trahi, avait-il été vaincu, pris, roué vif, mais nul à Saint-Domingue, ni parmi les Blancs, ni parmi les Noirs, n'avait oublié sa prédiction, qui, à plus d'un, semblait une préfiguration de l'avenir, 3 points de suspension sous la plume de Césaire. Un jour, dans une réunion, Macandal avait plongé dans un vase 3 mouchoirs, virgule, un jaune, un blanc, un noir, et les tirant l'un après l'autre, de points. Voilà les premiers habitants de Saint-Domingue, avait-il affirmé en montrant le mouchoir jaune, c'est-à-dire les Amérindiens qui avaient été exterminés. Puis en tirant le mouchoir blanc, il dit, voici les habitants actuels. Et voilà enfin ceux qui demeureront les maîtres incontestables de l'île. Et ce disant, Macandal agitait triomphalement le mouchoir noir. Ce noir qui se trouve sur notre drapeau africain et notre drapeau caribéen et sud-américain noir, rouge, vert. Le mouchoir noir, symbole de la classe et de la race qu'il lançait, précurseur dans un combat pour le droit et la vie. J'arrête la citation. Donc, chers auditeurs caribéens, martiniquais, guadeloupéens, renouons avec notre histoire. Renouons avec la dynamique de nos ancêtres qui ont travaillé pour nous léguer des symboles d'unité. Parce que confrontés à l'esclavage, à la traite, à la déportation, nos ancêtres africains qui étaient des animistes vaudouisants et des mahométans, ils étaient unis dans une résistance et dans l'histoire, telle que le dit Césaire, et nous le prouve à travers Saint-Domingue, dans la manifestation d'un résistant nommé Macandal, qui était mahométan, eh bien, nous avons devant nous des exemples qui sont un pied de nez aux théories égyptianistes, racialistes, afrophobes, orientalophobes et xénophobes qui servent d'autres intérêts que ceux des nations martiniquaises, guadeloupéennes et guyanaises, caribéennes, sud-américaines et les nations de l'humanité. Donc, je poursuivrai mes recherches parce que j'ai choisi, de préférence à l'écrit, de vous livrer les recherches sur les sujets qui nous préoccupent par le net. Eh bien, chers auditeurs, nous savons que la culture et l'information
c'est un élément de la civilisation qui nous éloigne de l'obscurantisme, de la violence, et c'est nous avons choisi, comme Gandhi et comme les sages africains et orientaux, la voie de la non-violence et de la paix contre l'ignorance, contre l'extrémisme et pour l'information des gens, de tous les gens qui ont droit à la connaissance et au savoir. Eh bien, chers autres internautes, bonjour, bonsoir. Nous vous remercions, les auditeurs, de votre écoute. À la prochaine vidéo sur le thème les conséquences à tirer des défaites infligées au national-chauvinisme, de l'égyptianisme et de l'afrocentrisme. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo.